Donc, moi, je vais vous parler de l'utilisation de modèles GR au SPC SMIL, le service des prévisions des crues Seine, Moyenne, Yonne, Loing. Donc, avec un peu de contexte, un peu d'hydrologie, où on utilise le GRP, en détail un peu, là où on en est satisfait, là où il montre ses limites. Une autre utilisation de GR, du groupage GRP qu'on a pu faire, c'est la reconstitution de crues historiques. Et conclusion, perspective, qui fera écho à d'autres présentations de ces journées. Donc un très très rapide résumé de la vigilance crue. Donc ça permet de prévenir les autorités et le public qu'il existe un risque de crue sur le réseau réglementaire dans les 24 heures à venir. Et ce risque plus ou moins important, on va y mettre différentes couleurs de vigilance, vert, jaune, orange, rouge. Donc j'ai surligné 3 choses, crue, réseau réglementaire et 24 heures. Je dirais quel impact ça peut avoir sur notre façon de faire de l'hydrologie. Donc cette vigilance crue, elle a amené à la création du CHAPI, le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, et des services de prévision des crues en 2005. Cette vigilance crue est intégrée à la vigilance météo, c'est-à-dire que quand un département possède de la vigilance crue, ça va colorer la carte de vigilance météo. C'est une vigilance supplémentaire. Eux, ils peuvent avoir canicule, verglas, je ne connais pas toute la liste, vent. Donc ça rajoute à la même carte le niveau d'information crue. Donc ce que j'avais surligné en premier, c'était crue. Donc on se concentre sur des débits qui sont rares ou très rares. Là, j'ai pris un exemple de débit classé et de tous placés à peu près notre niveau rouge et notre niveau orange. Donc notre niveau jaune, il est proche des 2 pour 1000 débits les plus élevés. Et notre débit orange, il est supérieur au débit 1 pour 1000. Donc parfois, pour faire des statistiques, ça représente quand même très très peu de valeur, ou parfois pas de valeur. Si on n'a pas eu d'événement orange dans les 20 dernières années, on n'a aucune donnée comparable aux données actuelles avec des stations actuelles pour ce niveau de vigilance. Après, j'avais mis les termes réseau réglementaire à 24 heures. Donc, le réseau réglementaire, ça concerne que des bassins d'une certaine taille. Bon, c'est assez variable. Il y a des endroits où les tronçons remontent très haut. Mais historiquement, ça concernait quand même d'abord des grands cours d'eau. Je prends le nom de mon SPC, Seine, Moyenne, Lyon, Loing, sont tous des cours d'eau assez importants. Ce qui fait que sur certains grands cours d'eau, et les 24 heures, c'est une échéance assez courte. Et en fait, on peut faire des prévisions en se basant uniquement sur la propagation. Ce que j'ai mis à droite, c'est des outils historiques d'annonce de crue, des réglettes de Bachet qui datent des années 30. Et une conséquence indirecte, c'est que les grands bassins peuvent être partagés entre plusieurs SPC. La compétence, elle est associée au DREAL. Alors, ça ne correspond pas au niveau régional, donc ça correspond à des sous-bassins versants. Et pour l'exemple du mien, l'amont de la Marne, de la Seine et de l'Oise est assuré par d'autres services. Et l'aval de la Seine, mais c'est l'influence maritime, on laisse ça aux Normands. Donc du coup, je vous dis, en gros, je vous ai dit pourquoi on n'utilisait pas forcément des modèles plus débits, mais on en utilise quand même et ça a un vrai intérêt. Donc, déjà, ça permet de faire de la vigilance plus à l'amont et sur des affluents. Je ne suis pas que le service de prévision des crues de Paris ou de l'Île-de-France. On remonte des tronçons, remonte à des bassins d'environ 500 km².
Et encore en 2020, on a allongé 2 branches et ajouté un affluent. Donc, avec les surfaces sur la carte. Les modèles plus débit nous permettent d'allonger l'échéance de prévision au-delà d'un simple modèle de propagation, ce qui a un intérêt sur des grands bassins. Et le dernier intérêt, c'est que ça permet d'améliorer les prévisions sur des stations à l'aval, même si le gros débit vient de l'amont, les pluies, les pluies de l'Île-de-France, elles se retrouvent... je vais parler de Paris, même si je ne suis pas que pour Paris, elles se retrouvent à Paris en moins de 72 heures. Elles vont avoir un effet à Paris dans les 24 heures. Donc, on a intérêt à avoir des modèles pluie débit sur des affluents proches, sur des affluents proches de Paris ou d'Île-de-France. Donc, où on utilise des modèles GRP, alors j'ai mis presque partout. Nous, on a 50 modèles qui tournent à peu près en opérationnel. Sur la carte de droite, je vous ai mis en gras, c'est le réseau de notre modèle hydraulique qu'on utilise en prévision, qui du coup remonte très à l'amont sur la partie de mon SPC et un peu à l'amont chez mes voisins. Et on utilise alors des modèles GRP en entrée. Donc, quand je dis en entrée, c'est le premier profil du modèle hydraulique. On utilise des modèles GRP pour des apports jaugés, donc ce qui est représenté en bleu vif. Donc quand on a une station qui est jaugée, aucune raison de ne pas y mettre un GRP. Alors les zones en orange, c'est des endroits où on avait non jaugé et on a préféré coefficienter les observations et un modèle GRP d'un bassin voisin. Donc plutôt que de mettre un modèle pluie débit non jaugé, on considère que comme les paramètres sont bien corrélés, mais en fait les pluies sont aussi fortement corrélées sur une zone non jaugée au bassin juste à côté. C'est une hypothèse assez forte, mais qui marche assez bien. On a d'autres modèles supplémentaires qui peuvent se retrouver à l'amont de ceux représentés en violet ou à l'intérieur de l'hydraulique, qu'on peut regarder pour avoir parfois 2 prévisions en parallèle. Il nous reste quelques exceptions en vert et bleu clair. Donc là, on a des modèles NAM. En fait, c'est notre modèle hydraulique qui est un modèle Mike, nous, de DHI, et c'est un modèle pluie débit qui avait été initialement mis là. La plupart sont pour des apports assez lents et en fait, il y a assez peu d'enjeux sur eux. Et il y en a un à l'amont où c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de bon donneur pour que je mette un coefficient sur un affluent. Il n'y a pas un affluent que je peux coefficienter, ça risquerait d'ajouter d'autres erreurs. Et il y a une petite zone en blanc. Alors, c'est une zone qui est assez peu productive et en fait, on se demande si les apports non jaugés, on a tendance à déjà surestimer les crues à l'aval sans mettre d'apports non jaugés, potentiellement pour soit des questions de données, parce que globalement, une crue, on va avoir 800 mètres cubes à l'amont et un pic à 760 à l'aval. Mais les incertitudes sur des soustractions, elles sont toujours de l'ordre de grandeur de la donnée et pas de la soustraction. Donc en fait, on a des incertitudes hydrométriques qui sont plus fortes que celles que les apports. Et potentiellement, il y aura des échanges aussi, où en crue, il y aurait de l'eau qui irait de la rivière à la nappe. Donc on n'a pas voulu rajouter de l'eau, sachant que ça allait nous faire surestimer légèrement les crues. Donc, je disais, on utilise sur une large variabilité de bassin. Donc, pour ceux qui sont reliés au modèle hydraulique, ils vont de 99 à 7350 km². Il y en a qui ont une forte influence anthropique, notamment qui sont à l'aval des grands lacs de Seine ou la chaîne de la Cure, qui est de la production d'électricité. Là, je vous ai mis des hydrogrammes, alors avec chaque trait est une prévision. Bon, c'est pas lisible individuellement, mais ça permet de voir que sur ces exemples,
le modèle de Châlons en Champagne est très correct. Donc c'est un bassin qui fait un peu plus de 6000 km², où il y a un des grands lacs, le plus grand des lacs de Seine. Et on arrive à avoir une réponse satisfaisante pour notre besoin, parce que nous, notre réseau réglementaire, il commence largement à l'aval, et on a largement 24 heures de temps de propane. D'accord. Oula. Alors on l'utilise sur des bassins très variables. Donc là, je vous ai illustré des débits de deux bassins qui sont voisins, qui ont eu à peu près les mêmes pluies, et il y en a un où le max de la crue est à 6 mètres cubes, l'autre à 34. Aussi, je voulais dire, les affluents, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas forcément le plus gros pic de l'affluent, parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce que va porter l'affluent sur la crue de là où il va se jeter. Donc là, typiquement, je vous ai mis une illustration de la Marne en 2018. Elle n'a pas débordé sur le maximum du pic, là. Elle a débordé sur le pic du 1er février. Donc celui-là nous intéresse autant. Alors ça, c'est très rapidement pour vous montrer qu'avec ces trois paramètres, il s'adapte à la fois au bassin tout mou et au bassin réactif, essentiellement via le routage, qui est énorme sur celui de gauche. Des freins, on a des limites en production généralement de manque d'eau. Là, je vous ai pris un exemple en mai 2016, un petit événement le 22 mai, où là, le modèle s'en sort excellemment bien. Donc, il ne nous a pas fait de fausses alertes. Il y a beau avoir plu 43 mm sur un bassin, il nous prévoit 30 mètres cubes, ce qui est largement inférieur à la crue biennale, et ça nous évite de faire une fausse alerte. La même pluie l'hiver, ça nous fait une crue cinquantennale. Après, du 28 mai au 1er juin, il y a plus entre 100 et 110 mm sur l'île de France. Et où là, on a eu des prévisions un peu plus catastrophiques, où globalement, les pics prévus étaient à peu près à 50% des pics observés. Donc c'est mauvais. Mais j'ai quand même un peu relativisé. Une approche empirique n'aurait pas forcément mieux fonctionné. Généralement, 50 mm de pluie au mois de juin, on a un rendement qui est de l'ordre de 10%, voire moins. Donc si on avait une approche empirique qui disait au mois de juin, il n'y a que 10% qui fait la crue, elle aurait été encore plus mauvaise. Et la chaîne SIM, de ce que j'avais vu, avait énormément sous-estimé. Je n'ai pas fait de comparaison directe, mais c'était vraiment de la forte sous-estimation aussi. Un autre point, alors qui concerne à la fois la partie routage et un peu assimilation de données, il y a des endroits où les hydrogrammes sont presque des cas d'école, comme la station de gauche, et où là, le modèle arrive à les reproduire de façon très bien. Il y a des stations, qui est un bassin voisin, à droite, où on va avoir des effets de laminage, ralentissement de crue. Donc, les deux ont la même pluie, là, mais c'est un peu plus arrondi à droite et pas toujours pareil. Et là où le modèle est excellent sur le bassin de gauche et beaucoup moins bon sur celui de droite. Là, les seuils que j'ai mis, c'est des périodes de retour. Donc, le modèle de droite prévoyait quelque chose de vraiment fort sur ce bassin à cet instant de prévision, et sûrement encore plus fort légèrement plus tard. Et après, je vous fais une ça. Une autre utilisation qu'on a pu faire, là, c'était de GR, c'était d'alimenter des modèles hydrauliques, essentiellement pour produire des cartes de zones inondables, et notamment rejouer des crues historiques. Donc, comme une présentation précédente a montré, il y a quand même peu de stations hydrométriques avant les années 70. Nous, on a aussi beaucoup de barrages de navigation, donc il n'y a pas des courbes de tarage qui vont jusqu'en bas. Et on n'était pas complètement satisfait de ce qui a été fait dans les années 90. Donc, on avait utilisé des GR4J, en gros, calés sur des données modernes. Et la donnée pluie est pour le coup journalière et assez nombreuse en 1910. Et un petit résumé, le fait de ces apports intermédiaires ont quand même environ 300 mètres cubes d'impact à Paris. Donc c'est un impact non négligeable de prendre nos apports intermédiaires de l'Île-de-France. Enfin, 300 mètres cubes, c'est avec les hypothèses qu'on a faites nous, mais
ça montre que c'est quelque chose qui est clairement pas négligeable quand les observations sont autour des 2500. Et pour finir, on est globalement satisfait. On a volonté de remplacer nos derniers NAM par des GR. Après, dans les marges d'amélioration, ça rejoint d'autres présentations. Est-ce que distribuer en sous-bassin, comme a fait Daniela, moi j'ai mis 100 km² parce que c'est mes plus petits choses jaugées, mais ça pourrait améliorer certains événements. Est-ce qu'un GRP ou un GR un peu plus complexe nous permettrait à la fois de fonctionner en prévision de crue et en reconstitution, ce qui éviterait d'avoir deux calages de modèles qui n'auraient rien à voir. Et on sait, on a une problématique sur des surfaces artificialisées, mais c'est plus vraiment du GR. Mais on a 20% de l'Île-de-France qui est artificialisée. Et du coup, ça fait des réactions très rapides et pas très bien faites par un modèle hydrologique non prévu pour.